Bonsoir. Bonsoir à ceux qui vont me rejoindre sur ce live sur le thème soutenir les enfants dans leurs apprentissages. Je suis Pascale Colère, consultante en parentalité. Je vous souhaite la bienvenue sur ce Facebook Live. Comme il est d'usage, je vais attendre quelques minutes pour commencer, pour laisser le temps aux personnes intéressées de nous rejoindre. Donc, en attendant, si des personnes sont déjà là et peuvent me mettre un commentaire pour me dire si le son est bon, si vous m'entendez bien, ça serait parfait. Et vous pouvez aussi par la même occasion mettre en commentaire votre code postal et ville d'origine. Merci Myriam de ta confirmation pour le son, ça me rassure, tout va bien. Alors je vois que vous êtes déjà assez nombreux à être présents, 45. On ne va pas tarder à commencer. Bienvenue à ceux qui arrivent, qui se connectent. Je suis Pascale, consultante en parentalité, Pascale Colère, et je vais vous parler ce soir du thème soutenir les enfants dans leurs apprentissages. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à mettre votre code postal et ville d'origine en commentaire. Bonsoir Marion. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vais pas tarder à commencer. Alors, je vois qu'en commentaire, j'ai des spams. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer comment je peux supprimer ces faux commentaires qui ont tendance à polluer la conversation. Je suis preneuse de ces informations, si vous pouvez m'en dire un peu plus. Voilà, donc je vais commencer avec cette conférence. J'ai le plaisir d'animer cette conférence Soutenir les enfants dans leurs apprentissages, qui est organisée par la communauté de communes du Pays des Écrins dans le cadre des actions famille du centre socioculturel de l'Argentière-la-Bessée. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont hors du département des Hautes-Alpes,
C'est dans le nord des Hautes-Alpes. Et je suis ravie parce que cette conférence était à l'origine prévue en présentiel et finalement, elle a pu être basculée en ligne. Alors, si j'ai mis en commentaire, en présentation de cette vidéo, un lien vers la page Facebook de la communauté de communes du Pays des Écrins. Vous pouvez aller la consulter si vous voulez connaître les prochains événements famille organisés, notamment les ateliers famille, les spectacles et les concerts jeunes publics. Vous pouvez suivre ce lien. Et je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, de partager en commentaire votre code postal et votre lieu, votre commune de résidence. Alors, cette conférence va être interactive, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. J'aurai le plaisir d'y répondre assez régulièrement. Je ferai des pauses pour regarder un petit peu vos partages et vous répondre quand ça sera possible. Si je ne peux pas répondre à toutes les questions, de toute façon, j'y répondrai après le live, sous la vidéo. Voilà, donc nous allons commencer avec ce sujet, soutenir les enfants dans leurs apprentissages, soutenir mes enfants dans leurs apprentissages. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, ça a été une vraie question avec ma fille aînée quand elle était en primaire et surtout quand elle était dans le secondaire. J'oscillais entre des périodes où je contrôlais son travail, je mettais la pression sur ses notes, et puis j'exprimais mes peurs plus. Et puis des périodes où je lâchais totalement prise parce que je voyais bien que cette façon de procéder n'était pas bonne pour notre relation. Alors au résultat, je me trouvais complètement perdue, impuissante et j'avais vraiment à cœur de la soutenir, mais je ne savais pas comment et quelle était ma place. Et puis je me suis formée auprès de Catherine Dumontail-Crémer pour devenir consultante en parentalité et formatrice pour les professionnels de l'enfance et les enseignants. Et j'ai pu, grâce à toutes les connaissances et les découvertes que j'ai faites, prendre du recul par rapport à mes peurs scolaires et puis déconstruire certaines croyances sur les apprentissages. Et ça m'a permis de cesser de reproduire la pression scolaire que j'avais vécue par le passé. Ça m'a permis de me rendre compte que c'était absolument contre-productif et tout est devenu beaucoup plus fluide avec ma fille. Alors, moi, ce que j'ai à cœur de faire ce soir, c'est de vous partager des leviers que vous pouvez assez facilement activer en tant que parent et adulte pour favoriser un environnement qui permette les apprentissages optimaux pour les enfants. Alors, on va parler du cerveau, mais attention, ça va rester simple parce que je ne suis pas neuroscientifique. Je suis plutôt spécialiste de la relation parent-enfant et donc c'est plutôt sous cet éclairage que je vais aborder ce thème. Mais si parmi vous, il y a des personnes qui sont intéressées pour en connaître un peu plus sur les recherches en neurosciences, notamment bibliographie, avec des conseils d'ouvrages à lire et de vidéos à regarder. Je mettrai un lien après le live, quand il sera terminé, en commentaire, et en cliquant sur ce lien, vous pourrez me donner vos coordonnées pour recevoir cette bibliographie. Alors, je vais faire cette présentation en vous partageant à l'écran mes diapos, mes slides. Comme ça vous permettra, je pense, de suivre mieux ce que je vais vous dire. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour les partager. Vous me dites que je peux supprimer les commentaires spam en cliquant sur les 3 petits points à côté des spams. Sauf que je suis sur un logiciel de streaming extérieur à Facebook et je ne sais pas si ça fonctionne. Je vais regarder un petit peu
Ça permettrait d'être un peu plus fluide dans la consultation de vos commentaires. Ça serait vraiment plus confortable pour moi. Parce que là, ce que je vois, c'est que je peux simplement supprimer ou masquer le commentaire, mais je ne vais pas pouvoir le faire à chaque commentaire. Voilà, je vais laisser comme ça pour l'instant. Alors, je vous partage mes slides. Voilà, donc si vous voulez, donc vous allez me voir en petit maintenant. Si vous voulez encore mieux pouvoir lire ce qui est indiqué sur les diapos, n'hésitez pas à agrandir la diffusion de la vidéo sur votre écran. Alors, je vais commencer ma présentation par vous donner une bonne nouvelle, quelque chose qui est vraiment important à savoir, c'est que le concept d'intelligence fixé à la naissance est totalement dépassé. Les recherches en neurosciences nous ont permis de découvrir que le cerveau était totalement plastique et tout au long de la vie, il va se restructurer en fonction des apprentissages qu'on va faire. Alors ce soir, par exemple, vous allez faire des apprentissages et votre cerveau ne sera plus tout à fait le même qu'avant ce live. Donc, cette plasticité cérébrale permet d'apprendre tout au long de la vie. Donc, ça veut dire qu'on peut, même si vous n'avez pas appris des choses quand vous étiez petit, ça n'est jamais trop tard. Vous pouvez vous y mettre dès maintenant. Alors, c'est une donnée qui est très importante à partager aux enfants. Leur dire que tout est possible. Il suffit qu'ils veulent faire quelque chose, qu'ils veulent apprendre quelque chose, qu'ils s'y entraînent, bien sûr, et qu'à force de répétition, ils vont y arriver. C'est vraiment important parce que ça permet de lutter contre le déterminisme, la fatalité et l'impuissance. Parce que notre vision de l'intelligence va fortement influencer le développement de notre capacité. Donc, si un enfant ne se sent pas intelligent, elle a l'impression qu'il est limité dans certains domaines, on peut dire par exemple, je suis nul en maths, il y a des choses que je ne comprends pas, c'est pas à ma portée. Bah, à ce moment-là, on va vite abandonner, on ne va pas persévérer dans cet apprentissage, alors que pourtant, ça serait possible, ça serait accessible avec de l'entraînement. Donc ça, moi, je vous invite à méditer cette donnée. Ça vous permettra à vous de changer de regard sur vous-même, sur vos enfants, et puis de donner en fait un pouvoir à vos enfants sur leurs apprentissages. Alors maintenant, la deuxième partie, ça va être, on va se concentrer sur les 3 cerveaux. Donc notre cerveau est grosso modo divisé en 3 parties. Vous avez le cerveau primitif qui s'appelle le cerveau reptilien. Alors c'est celui qui gère les fonctions vitales. C'est celui qui veille sur notre survie. Et donc à chaque fois qu'un besoin physiologique ne va pas être comblé, par exemple, on a faim, on a besoin de manger, ou alors les besoins physiologiques, c'est manger, dormir, ça va être boire, ça va être éliminer. Et du coup, quand un besoin physiologique n'est pas comblé, notre cerveau reptilien va être en alerte. Et du coup, on ne sera absolument pas disponible pour des apprentissages. Alors imaginez-vous, par exemple, vous êtes sur l'autoroute en train de conduire et vous avez fortement envie d'uriner. Malheureusement, la prochaine sortie d'autoroute est à 30 km. Alors il y a de grandes chances que vous soyez vraiment omnubilé par cette envie d'uriner, que vous ayez du mal à vous concentrer sur la route et que si vos enfants à l'arrière commencent à vous solliciter, vous soyez plutôt dans l'agressivité. Voilà, et vous imaginez qu'à ce moment-là, ça ne serait pas possible pour vous d'apprendre de nouvelles choses. C'est très important de considérer ça, j'en reparlerai un peu plus tard, parce que à l'école, certains besoins physiologiques ne sont pas comblés, en tout cas à tous les moments de la journée. Ensuite, on va avoir le cerveau limbique, le cerveau émotionnel.
Alors, le cerveau limbique et le cerveau reptilien, c'est des cerveaux qui sont, enfin, des parties du cerveau qui sont toujours prioritaires sur le néocortex. C'est important à retenir. Le cerveau émotionnel, en cas de stress, le cerveau émotionnel va court-circuiter le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est-à-dire c'est la partie avant du néocortex. Parce que en cas d'urgence, il va falloir en fait l'amygdale va sécréter des hormones de stress pour préparer le corps à réagir face à un danger, donc préparer à l'attaque ou à la fuite. Et du coup, à ce moment-là, c'est pas du tout le moment de commencer à réfléchir au pourquoi du comment. Il faut vraiment se mobiliser rapidement. Voilà, donc en cas de stress, le cortex préfrontal est court-circuité, le stress va bloquer les apprentissages. Ensuite, donc il n'y a pas que le stress, hein, il y a d'autres émotions négatives qui sont notamment occasionnées par la pression, les critiques, les notes et les humiliations qui vont avoir un effet sur notre disposition à apprendre. Quand on ressent une émotion négative dans une matière, dans un apprentissage, on va avoir tendance à se détourner de cet apprentissage. Voilà, vous voyez que en fait, apprentissage donc, et émotion, donc cognition et émotion sont vraiment intimement liés. Ensuite, par contre, des émotions positives vont permettre au contraire de mieux apprendre de façon plus durable, plus stable. Et, quand on se sent en sécurité, on est capable d'apprendre des choses nouvelles. Là, je vais penser aux petits enfants. On dit que pendant la première année, les bébés vont mieux s'attacher pour pouvoir ensuite mieux se détacher. À partir du moment où ils vont commencer à marcher, ils vont commencer à s'éloigner un petit peu de leur figure d'attachement et agrandir petit à petit leur périmètre d'exploration. Et ce, d'autant plus qu'ils seront en sécurité. S'ils ne se sentent pas en sécurité, pas soutenus par une figure d'attachement, ou peut-être que la figure d'attachement n'est pas présente, à ce moment-là, ils vont vraiment beaucoup moins oser expérimenter, faire des nouvelles expériences. Donc c'est vraiment important, cette base de sécurité, voilà, dès le début de la vie, pour oser ensuite aller vers l'inconnu. Bon, c'est une petite aparté parce qu'on parle d'apprentissage et on parle d'apprentissage dès la naissance. Donc je fais un petit clin d'œil aussi peut-être aux personnes qui travaillent dans la petite enfance et qui sont en train de regarder ce live. Voilà, donc ensuite, je continue. Le cerveau le plus récent en termes d'évolution, c'est le néocortex, pardon. C'est le siège du raisonnement. Alors, je vais regarder un petit peu si vous avez des questions. Il faut que je m'arrête de temps en temps de parler pour interagir avec vous. Ah, je remonte un petit peu. Donc, vous m'avez dit d'où vous venez. Voilà. Je suis un peu embêtée encore par les spams. Je n'ai pas encore réussi à solutionner le problème. Donc, je passe outre. Donc, Marion Baumann, Hautes-Alpes en force, oui. Alors, ensuite, où est-ce qu'il y a une question? Donc, Fabienne nous dit qu'elle est assistante maternelle. Aurélia, qu'elle est étudiante en formation d'éducatrice spécialisée à Annecy. J'espère que je ne vais pas louper des questions parce qu'avec tous ces spams, ça fait mal aux yeux. Alors, Laura qui me dit comment introduire l'apprentissage d'une troisième langue chez l'enfant autre que celle du père, celle de la mère. Ah oui, le mieux, ça va être d'être en contact avec des personnes qui sont natives de cette troisième langue, hein, qui la parlent de façon courante ou voilà, ou d'aller dans un pays. C'est ce qui est c'est plus efficace. En tout cas, et les enfants, ce qui est important, c'est de savoir que les enfants, quand ils sont tout petits, ils sont
En fait, ils ont une fenêtre d'apprentissage particulière qui concerne l'accent. Donc, il n'y a pas vraiment finalement de fenêtre d'apprentissage pour le reste des apprentissages. On peut apprendre tout le temps. Mais par contre, l'accent, c'est une exception. C'est quand même beaucoup plus facile d'apprendre à bien prononcer une langue quand on est petit. Alors ensuite, alors Lucie, il y aura un enregistrement de ce direct qui sera visible sur ma page. Alors une attestation de participation, Samantha, je ne pense pas pouvoir en donner. Je ne sais pas dans quel cadre vous en avez besoin. Ensuite, je vois que vous participez beaucoup, donc je navigue. Je redescends. Merci pour votre participation enthousiaste. Marie qui nous dit, je suis auxiliaire de puériculture en crèche. Et Lucie qui est assistante maternelle. Donc voilà, vous avez des professions qui sont en contact avec les petits-enfants. Donc j'essaierai de faire des petits apartés sur la petite enfance, sachant que aussi dans la bibliographie que j'ai préparée pour vous, il y a un livre qui est tout à fait qui traite de la façon d'apprendre des tout petits. Alors je vous propose de continuer et on va parler des fausses conceptions de l'apprentissage. Alors moi, longtemps, j'ai pensé, et je continue à le penser des fois, je me surprends à le penser, c'est une croyance tenace, que pour apprendre, il faut faire de gros efforts dans la contrainte et la souffrance. Alors, de gros efforts, oui, parce que pour apprendre, il faut répéter, il faut s'entraîner, mais pas forcément dans la contrainte et la souffrance. Et bien au contraire, vous allez le comprendre avec tout ce que je vais vous présenter par la suite. Et je vous en ai déjà parlé, les émotions positives dans l'apprentissage, c'est vraiment un effet booster. Alors qu'au contraire, quand c'est difficile et quand on souffre, on va avoir son cerveau qui va se bloquer. Donc, c'est absolument pas propice aux apprentissages. Alors, cette croyance, elle est, elle vient de notre expérience aussi parce qu'elle a été en fait confirmée par notre expérience parce que souvent à l'école, on a eu des moments où c'était difficile, on a connu des humiliations, on a souffert de jugements ou de notes qui étaient plutôt dépréciatives. Et ça nous a fait associer apprentissage à souffrance. Mais ça n'est pas obligatoirement le cas. C'est même d'ailleurs la meilleure façon de bloquer le cerveau et d'obtenir des apprentissages de surface parce qu'on va apprendre, mais ça ne sera pas de manière approfondie. On ne sera pas engagé complètement, pleinement dans ces apprentissages. Voilà, donc gardez bien ça en tête. C'est intéressant de se débarrasser de cette fausse croyance. Donc maintenant, je vais passer aux ingrédients d'un apprentissage optimal. C'est ce que je vous ai promis ce soir, c'est de passer en revue les conditions d'un apprentissage optimal pour, en les connaissant, soutenir au mieux vos enfants. Donc, ça va être d'abord votre attitude. Vous avez un rôle clé, un grand rôle à jouer dans le soutien de vos enfants. Vous allez jouer un rôle d'allié très, très précieux. Donc déjà, c'est important de porter un regard positif, inconditionnel et confiant sur votre enfant ou sur les enfants dont vous vous occupez. Ça va décupler leur capacité cognitive. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. En fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une expérience qui avait été faite dans des classes. On avait fait passer des tests de niveau à des élèves. Et puis ensuite, on avait donné les résultats, mais en inversant les noms des élèves aux enseignants qui ne connaissaient pas encore ces élèves, donc en début d'année. Et du coup, il y a des élèves qui n'avaient pas forcément un bon niveau et qui se voyaient attribuer une bonne note. Et ça a complètement changé la vision, en fait, le regard que les professeurs avaient sur les élèves. Et ensuite, des tests ont été faits en fin d'année, plusieurs années de suite, je crois.
Et les élèves qui avaient été considérés comme bons, alors qu'en fait, ils n'avaient pas forcément un très bon niveau, sont les élèves qui ont le plus progressé. Donc, c'est très intéressant de voir la puissance, que le regard de l'adulte peut avoir sur l'enfant. C'est vraiment quelque chose qui va le définir ensuite. Quelqu'un qu'on dit mauvais élève, il va quelque part, à force de l'entendre, le croire et même agir de façon à ne pas nous décevoir. Donc c'est dangereux. Ensuite, écouter les émotions pour aider les enfants à se libérer du stress et de la peur. Ça, c'est vraiment très important. Et dans mon métier, j'y attache une grande importance. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure du cerveau émotionnel qui pouvait, en cas d'émotion négative, bloquer enfin, le néocortex. Donc, quand vos enfants rentrent de l'école et sont pas très bien, n'ont pas passé une très bonne journée, c'est vraiment important de prendre un temps avec eux, si ils sont d'accord, bien sûr, pour écouter leurs émotions. Mais ça veut dire ne pas les interrompre, ne pas relativiser, ne pas leur donner de conseils, simplement les écouter, parler de leur expérience de la journée. Peut-être ils vont décharger émotionnellement, hein. Surtout s'ils sont plus petits, ils vont avoir des grosses tempêtes émotionnelles. Et en fait, c'est tant mieux, je dirais. C'est pas quand ils sont en train de décharger, c'est pas à ce moment-là qu'ils souffrent. Au contraire, c'est une façon de se guérir des blessures qu'ils ont vécues dans la journée. Donc, parce qu'il y a plein d'occasions de faire des mauvaises expériences avec ses pairs, pendant les apprentissages, à la cantine, voilà. Une journée trop longue, c'est difficile des fois à vivre, surtout pour les enfants petits. Et donc, ils vont arriver avec des émotions difficiles. Et si vous les écoutez, eh bien, ensuite, vous allez voir qu'après la décharge émotionnelle, ils vont repartir comme tout neuf. Ils auront retrouvé leur équilibre. Ils seront en fait au top pour pouvoir se lancer dans de nouveaux apprentissages et puis euh, être créatif, voilà, faire des explorations. Donc ça, c'est vraiment important qu'ils aient ce sas un petit peu émotionnel pour pouvoir ensuite repartir dans les apprentissages. Sinon, ça sera difficile. Imaginez si vous avez passé une mauvaise journée au bureau avec votre chef et quand vous arrivez à la maison, si on vous dit, eh bien voilà tout ce que tu as à apprendre, tu as une heure et demie de travail à faire, on n'imagine pas que ça soit réalisable, hein. On va plutôt avoir tendance à prendre enfin, leur télécommande ou aller sur Netflix pour fuir un peu ces émotions désagréables. Ensuite, lâcher prise par rapport sur les notes. Éviter les jugements qui sont des obstacles à l'apprentissage. Alors les notes, il faut se dire que les notes, ça va être une photographie à un instant T de ce qu'a réalisé un enfant. Mais ça n'est pas définitif. Malheureusement, il y a des enfants qui apprennent très vite un nouvel apprentissage. Donc, quand ils vont être évalués, notés, ils auront une bonne note. Et puis d'autres enfants, parce qu'ils auront acquis cet apprentissage. Et puis d'autres enfants qui vont être plus lents à acquérir certains apprentissages. Et c'est absolument pas grave. On n'est pas tous pareils, on ne fonctionne pas pareil. Et, et puis on ne fonctionne pas pareil sur tous les apprentissages aussi. Et qui vont du coup être évalués à un moment où ils ne seront pas du tout en pleine possession des connaissances. Et donc, la note ne va pas forcément être très bonne, mais je vous inviterai à prendre cette note de façon informative. Ça peut être simplement une information sur où en est votre enfant, sur ce qu'il a déjà acquis, sur ce qui reste à acquérir, et le prendre comme ça en regardant justement les erreurs qui ont été faites comme des opportunités d'amélioration. Je vous parlerai de l'erreur un peu plus tard, voilà, juste après d'ailleurs. Donc, considérer l'erreur comme faisant partie intégrante du processus d'apprentissage, d'expérimentation, pardon, et d'apprentissage. Il faut imaginer, par exemple, les bébés, ils vont s'entraîner
des heures et des heures pour acquérir la marche. Et heureusement, ils ne vont pas se bloquer dès qu'ils vont tomber par terre. Ils vont s'entraîner sans relâche, avec une énorme motivation, et ils vont y arriver. Et on ne va pas souligner leurs erreurs. On va au contraire être un peu, je pense, on peut être vraiment ébahi devant les efforts déployés. Et on pourrait faire pareil avec les enfants plus tard, quand ils sont un peu plus grands, et qui, notamment quand ils font des apprentissages scolaires. Euh, c'est important parce que quand on a peur de l'échec, on reste dans ce qu'on connaît. On ne va pas prendre de risques, on ne va pas aller vers l'inconnu, et donc on ne va pas non plus innover. Hein. Donc toutes les grandes innovations viennent souvent d'erreurs, d'expérimentations qui ont mal tourné et qui ont abouti à un résultat inattendu, mais tout à fait valable. Alors, Céline Alvarez nous dit que l'erreur est la seule porte qui mène à la connaissance et à l'expertise. Voilà, donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête, parce que celui qui ne veut pas faire d'erreur, il ne fera rien. Il va rester bloqué et il ne va pas avancer dans la vie. C'est très, très important. Donc, Marion, tu dis attirer son attention plus sur les apprentissages et les acquis que sur les notes. Voilà, c'est ça. C'est un moment, une évaluation, c'est un moment de bilan. Qu'est-ce que tu as bien réussi? Et puis, qu'est-ce qui était plus difficile? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu comprennes mieux? Voilà, c'est le rôle de la correction, en fait, pour pouvoir tirer des conclusions de l'évaluation. Ensuite, l'autre point, c'est le focus sur la relation. Parce que l'idée, c'est d'être un allié pour son enfant. Donc, quand on va sentir qu'il y a trop de pression, justement, qu'on a trop d'attentes, on va essayer de changer de mode et de partir dans un mode plutôt positif, de prendre soin de la relation avec son enfant, d'avoir une attitude soutenante. Et on va lui proposer aussi des jeux justement pour relâcher la pression. Il n'y a rien de mieux quand les enfants rentrent de l'école et qu'ils ont passé 7 heures, voire 8 heures fixes, assis, à faire travailler leur mémoire de travail à fond, à ingurgiter plein de connaissances, et ben de couper avec des jeux, de relâcher la pression, de rire. Ils ont besoin aussi de contact physique affectueux, nos enfants. Ça peut être considéré comme un besoin physiologique. Donc, donnons-leur ces contacts affectueux et ne perdons pas de vue que nous ne sommes pas les enseignants, nous sommes des parents, et que nous avons surtout à prendre soin de la relation avec eux. Ça sera quelque chose qui sera très, très soutenant. Alors, Delphine qui dit l'image est toute floue pour moi. Je ne sais pas si pour les autres c'est comme ça. Ouais, j'espère pas. Ensuite, le point suivant, c'est se défaire des attentes vis-à-vis de leurs apprentissages, qui vont générer du stress et de l'anxiété. Et oui, on a des attentes. Et des fois aussi, on se dit qu'ils vont réaliser, même inconsciemment, hein, ce qu'on n'a pas pu atteindre. Hein. Et ça, c'est très mauvais, en fait. Chacun a son chemin. Euh, Comme je vous ai dit au début de la présentation, on peut apprendre tout au long de la vie. Donc, les choses que vous n'avez pas pu réaliser, il est encore temps de le faire pour vous-même. Et ensuite, eh bien, vous allez laisser vos enfants faire leur propre chemin, suivre leur propre élan. Et voilà. Se défaire des attentes, ça n'est pas du tout évident. J'ai mis un moment à le faire. Parce que on est conditionné là-dedans. Donc, il faut vraiment en prendre conscience et petit à petit lâcher cette pression qu'on met des fois vraiment inconsciemment sur nos enfants. Ensuite, euh, ensuite, ensuite, vous me dites que l'image est bien. Alors, il y en a qui ont l'image floue et d'autres qui ont l'image bien. Euh, Marion qui dit avant de commencer les devoirs, car après une journée, ils sont fatigués et la motivation est moindre. C'était à propos de quoi? Ah oui, c'était ça. Il y avait un commentaire avant. Euh, je vais peut-être remonter un peu dans vos commentaires parce que sinon je vais perdre pied. Euh,
Alors, je continue, je descends. Vous êtes très actifs. Marion qui me dit, avec les jeunes collégiens à l'accompagnement scolaire, je leur propose un temps de partage sur leur journée et parfois un petit exercice de concentration. Voilà, oui, c'est sûr qu'après, on peut aussi les aider à se remettre en condition pour reprendre des apprentissages, de se remettre aux devoirs scolaires. Et c'est vrai que faire la météo sur où ils en sont quand ils ont fini leur journée, c'est bien. Alors, ensuite, Marion, tu disais avant de commencer les devoirs, car après une journée, ils sont fatigués, la motivation est moindre. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on serait aussi pas forcément très motivés si on se remettait dans leurs conditions avec des journées bien bien chargées. C'est vrai qu'une coupure vraiment fait du bien. Ensuite, le dernier point, c'était valoriser le travail indépendamment des résultats. Ça, c'est très important aussi. Quand on est focalisé sur les résultats, on va avoir des grosses attentes et on va communiquer ces attentes à nos enfants qui vont, là encore, peut-être s'empêcher d'essayer parce qu'ils auront peur de ne pas avoir des résultats à la hauteur de nos attentes. Voilà, ça amène aussi au perfectionnisme. J'en sais quelque chose, ça n'est pas forcément un cadeau, puisqu'ensuite on aura tendance à différer les actions, à ne pas s'engager. Ensuite, voilà, donc je vais passer au prochain slide. J'espère que ça va pour vous. Il y a pas mal d'infos. Vous pourrez y revenir sur ces infos quand le live sera fini, hein, parce que la vidéo sera disponible sur ma page. Ensuite, ce qui facilite l'engagement dans l'apprentissage. Donc, la motivation des enfants pour apprendre est très forte, il faut le savoir. C'est naturellement, les enfants veulent de tout leur cœur connaître le monde et son fonctionnement. Connaître voilà, les règles du monde dans lequel ils sont arrivés et s'y adapter. Et donc, c'est important de leur donner accès au monde, donc leur permettre d'expérimenter ce monde en les accompagnant, bien sûr, dans la sécurité, pour préserver leur sécurité, parce que leur curiosité, pardon. En fait, des fois, on va avoir tendance à plutôt les gaver d'informations, de données, sans attendre qu'ils se posent des questions. Donc, ça va pas être ça va être contre-productif. Et au contraire, préserver leur curiosité, ça va aller dans le monde, aller explorer les alentours de chez soi, et puis les laisser observer sans rien dire, en étant avec eux. Et ils vont avoir des questions qui vont émerger, ils vont se mettre en mouvement, ils vont se montrer curieux. Et c'est sur la base finalement de ces découvertes un petit peu spontanées qu'ils vont avoir envie d'acquérir des connaissances et de faire des apprentissages voilà, plus approfondis. Je vous parle aussi, comme ingrédient qui facilite l'engagement dans l'apprentissage, de la motivation intrinsèque. Qu'est-ce que c'est la motivation intrinsèque? Alors, il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Quand on fait quelque chose avec une motivation intrinsèque, c'est qu'on va le faire parce qu'un sujet nous intéresse et on va le faire parce qu'on a décidé de le faire. Voilà, c'est vraiment nous qui décidons et qui sommes à l'origine d'un apprentissage ou d'une action, d'une expérience. Alors que par contre, quand on fait quelque chose par motivation extrinsèque, ça va être qu'on va le faire pour faire plaisir à quelqu'un, pour répondre aux attentes, par exemple, de l'enseignant ou des parents, pour éviter une punition, un désagrément, ou pour en fait obtenir une récompense, notamment une bonne note, mais ça peut être autre chose. Et puis aussi quand l'environnement est compétitif, pour être meilleur que quelqu'un. Mais ça va être en référentiel externe par rapport à quelqu'un d'autre. Et alors, le problème quand la motivation extrinsèque est trop favorisée, ce qui peut être le cas à l'école, parce qu'il y a la notation notamment, la comparaison, enfin, le jugement, etc., c'est que plus la motivation extrinsèque est importante, plus la motivation intrinsèque va diminuer. Donc, c'est proportionnel.
Et quand la motivation intrinsèque est basse, et bien, en fait, on va faire des choses parce qu'on y est obligé, mais les apprentissages ne seront pas, approfondis, ils ne sont pas durables. Vous voyez bien ce que je veux dire? Par exemple, on va réviser parce qu'il y a un examen, il y a le bac, donc on va tout apprendre par cœur, on maîtrisera les savoirs et puis, le bac est passé et on a tout oublié. Voilà, ce genre d'apprentissage qui est à date limite et c'est dommage. Et quand on arrive, même dans les apprentissages scolaires, on peut trouver une motivation intrinsèque et les enseignants peuvent aussi favoriser ça. Et bien, à ce moment-là, on va se lancer plus profondément dans l'apprentissage et devenir expert dans un sujet. Et ça sera avec plaisir, en fait. On va être extrêmement motivé pour le faire. Ensuite, pour s'engager dans un apprentissage, il faut qu'il ait du sens pour nous. Le pourquoi de l'apprentissage. Voilà. À quoi il va me servir, tout simplement. Parce que sinon, le cerveau, il va filtrer. En fait, le cerveau, c'est un peu comme un videur, c'est-à-dire il y a des infos qui rentrent, mais si elles ne sont pas jugées utiles, si elles ne sont pas utilisées par nous-mêmes, hein, elles vont être supprimées, effacées. Voilà. S'il y a du sens, on va avoir des apprentissages qui vont être intégrés, qui vont être durables. Sinon, ça va partir. Quelqu'un me dit, quelqu'un me dit, ah, il y a un message au-dessus. J'ai pas compris quel message. Ah si, je l'ai vu. Pardon. La méthode Montessori. Alors, c'était par rapport à quoi la méthode Montessori? Effectivement, la méthode Montessori a plein d'intérêts, notamment pour la motivation, parce que les enfants vont choisir leurs activités. Donc, c'est eux qui vont être maîtres de leurs apprentissages. C'est la motivation intrinsèque. Ensuite, tenir compte des préférences et de la façon d'apprendre. Oui, on n'a pas du tout tous la même façon d'apprendre et c'est très intéressant d'aider votre enfant à observer comment il apprend et puis du coup à essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques, les méthodes qui l'aident à apprendre plus facilement et qu'il peut reproduire. Voilà, moi par exemple, j'avais aucune notion de ça et je sais que pour préparer le bac, on m'avait dit fais des fiches, donc j'ai fait des fiches, des kilomètres de fiches dont je ne me suis pas du tout servie parce que c'est pas du tout ma façon d'intégrer les connaissances. Et c'est dommage que je ne me sois pas écoutée, voilà, que j'ai écouté ce qu'on me disait sans me connaître vraiment. Donc intéressant d'accompagner son enfant, votre enfant, enfin, ou les enfants dont vous vous occupez, à découvrir comment ils apprennent mieux parce que tout devient plus facile. Ensuite, c'est important aussi d'expérimenter, de faire passer les savoirs par nos mains et dans notre corps pour mieux les intégrer. Alors là, la pédagogie Montessori est vraiment basée sur l'expérimentation, ça c'est clair, la manipulation de choses concrètes bien avant d'aborder les abstractions, les concepts voilà, abstraits. Et ça, c'est vraiment important de prendre en compte cette donnée parce que on n'est pas tous pareils. Effectivement, il y a parmi nous des gens qui, euh, qui apprennent mieux en expérimentant d'abord. Ils sont plus dans le concret avant d'arriver vers le savoir et le concept. Mais en fait, ça peut se faire même dans la vie quotidienne. Par exemple, vous achetez un nouvel aspirateur. Il y a des gens qui vont regarder une vidéo sur YouTube. Il y en a qui vont passer la notice au crible. Et puis, il y en a qui vont brancher l'aspirateur et puis essayer voilà, de le faire marcher. Et puis, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, s'il y a une pièce qui ne rentre pas, etc., ils vont à ce moment-là aller chercher l'info bien ciblée pour comprendre ce qui coince. Voilà, c'est une façon très très différente d'aborder les connaissances. Alors là, je vous ai parlé de l'aspirateur, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'infos pour faire marcher un aspirateur, mais c'est valable pour des outils qui sont un peu plus complexes. Moi, personnellement, je sais que j'aime bien d'abord essayer voilà, expérimenter avant d'avoir des infos plus abstraites. Ça peut être bien aussi de permettre aux enfants de raconter ce qu'ils ont appris dans la journée. Il y a des enfants qui n'ont pas forcément envie de parler de ce qu'ils ont vécu.
Ça, c'est aussi que il y a des moments où les enfants ont besoin qu'on respecte un sas, un petit peu de décompression entre l'école et la maison et les devoirs. Donc, ils ont besoin de couper. Ça nous arrive aussi. Et ils n'ont pas du tout, à ce moment-là, envie de parler de ce qui a été bien ou pas bien, ce qu'ils ont appris ou pas. Mais ça peut arriver peut-être pendant le repas ou un peu plus tard qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vu et en fait, c'est très important parce que ce qu'on s'est raconté, expliqué, on l'a intégré finalement. Ça permet de mieux s'approprier les savoirs. Donc, échanger avec son enfant et puis à propos des sujets évoqués à l'école. Alors, bien sûr, sans critiquer, voilà, sans avoir notre attitude un peu d'adulte qui va rectifier, dire non, c'est pas ça, mais plutôt en essayant vraiment d'être à l'écoute et puis de partager nos connaissances aussi, au même titre qu'eux, voilà, dans une discussion. C'est vraiment une bonne façon de réactiver ce qui a été vu. Et enfin, ce qui facilite l'engagement dans les apprentissages, ça va être les apprentissages autonomes, non dirigés. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai l'impression que les enfants n'ont pas beaucoup de moments où ils peuvent apprendre de façon autonome, parce qu'il y a l'école qui prend beaucoup, beaucoup de temps, et puis après, on va les inscrire à tout un tas d'activités extrascolaires où ils vont apprendre plein de choses au niveau du sport, au niveau voilà, de la musique, du théâtre, je ne sais quoi, de la danse. Enfin, voilà. Et ça sera toujours un apprentissage qui sera dirigé. Il y aura un expert qui va leur apprendre comment faire. Alors, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ça des fois, mais finalement, dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, les enfants ont peu d'espace pour faire des apprentissages par eux-mêmes. Et c'est très important aussi que les enfants soient à l'origine de leurs apprentissages, parce que ça va favoriser l'enthousiasme, la motivation et la persévérance. Et tout ça, ça va nourrir leur envie d'apprendre. Donc, des fois, s'ils ont des manques de motivation à l'école parce qu'ils disent oui, moi, j'ai pas du tout envie d'apprendre ce que j'apprends, ça m'intéresse pas, etc. Et ben, essayez de leur redonner en fait envie d'apprendre en leur laissant de l'espace pour s'adonner à leur passion et puis à leur laisser du temps pour qu'ils puissent apprendre des choses par eux-mêmes. C'est vraiment un bon levier. Je regarde un peu les questions ou les remarques. La motivation naturelle de l'enfant, oui. Les apprentissages autonomes, oui. Oui, du coup. Les enfants ne sont pas ouverts à toutes les méthodes d'apprentissage, c'est-à-dire, je pense que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des enfants, on a des préférences en termes de façon d'apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre autrement, mais ça va être plus facile. Euh, des méthodes pour tester leur façon de mémoriser. Ben, ça peut être bien simplement de leur dire comment tu fais pour apprendre quelque chose. Est-ce que tu vas, je ne sais pas, te faire des représentations avec des images? Est-ce que tu vas entendre des mots? Enfin, c'est vraiment essayer finalement de leur poser la question et qu'ils s'observent et qu'ils voient quand ça marche mieux. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, est-ce vrai qu'on mémorise mieux les informations en lisant le soir avant de dormir car le cerveau travaille pendant la nuit? Le cerveau va tout, je dirais, réorganiser nos connaissances, en fait. Enfin, ça va se restructurer pendant la nuit. Et effectivement, il va travailler tout ce qu'on a acquis la journée. Donc, c'est intéressant, mais je vais vous en reparler plus tard, de réactiver nos connaissances le soir. Ouais. Enfin, en tout cas, dans la journée, dans les 24 heures qui suivent un apprentissage. Et donc, voilà, le soir, pourquoi pas. Je l'aide à dessiner et à schématiser son cours car elle aime le dessin avec des repères, apprendre avec la mémoire visuelle. Oui, donc là, on va parler de ça après. C'est vraiment d'une grande aide de dessiner, effectivement. En plus, on se sert de la main, c'est concret. Ça peut vraiment être très aidant. Apprentissage autonome avec la méthode Montessori ou pédagogie freinée. Oui, c'est ça. L'image devient trouble. Ah, mince, peut-être que c'est une histoire de connexion, je ne sais pas. Aider ma fille à mémoriser des leçons d'histoire, par exemple, je laisse des mots clés écrits sur son tableau. Mhm. Les mots clés, ouais, on va voir ça avec les outils de pensée visuelle.
Comment faire avec un enfant porteur de handicap? Alors ça, c'est une question qui va être peut-être dépasser mon champ de compétences. Tout dépend du handicap aussi. Je sais que la méthode Montessori peut être vraiment une bonne solution. Euh, mais voilà, j'avoue que là, comme je ne sais pas de quel handicap il s'agit, que je n'ai pas vraiment d'expérience, je ne suis pas forcément la meilleure personne pour répondre, il me semble. Mais en fait, il y a des choses qui restent valables pour tous les enfants. Ça, c'est sûr. En tout cas, notre attitude positive, c'est vraiment important. Alors, je vais passer, il me semble que j'ai fini ce slide, donc je vais passer au prochain. Je suis à 50 minutes. Il y a encore un petit peu de présentation, mais n'hésitez pas à poser des questions et à m'interrompre. Donc, les ingrédients indispensables. Là, c'est un petit peu les indispensables à ne pas oublier. La trousse à outils. Ça va être respecter les besoins physiologiques, donc manger, boire, dormir et éliminer. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait rajouter aussi les besoins de contact affectueux. Je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport au cerveau. Les besoins physiologiques, c'est très important de les respecter, sinon le cerveau reptilien va être en alerte et on ne sera pas du tout disponible pour des apprentissages. Donc ça, c'est vraiment important, sachant que dans la journée, il y a des moments où les enfants ne peuvent pas boire, ne peuvent pas aller aux toilettes, ne peuvent pas manger quand ils ont faim. Et ça peut être compliqué, surtout les heures qui précèdent midi ou juste après midi quand ils digèrent. Quand ils n'ont pas bien dormi non plus, du coup, la digestion est plus sujette à somnoler. Donc c'est vraiment la base de la base, je dirais. Et c'est un levier important. Donc pensez peut-être comment vous pouvez faire pour que votre enfant puisse boire quand il en a besoin à l'école, qu'il amène avec lui des petites choses à grignoter pour ne pas être en hypoglycémie, etc. etc. Éliminer, c'est déjà des fois plus compliqué parce que des fois les élèves n'ont pas le droit de se lever pour autant qu'ils en auraient besoin, ou alors les toilettes sont pas très propres, donc ça, les élèves se retiennent d'éliminer, ça c'est vraiment embêtant. Ensuite, bouger à la sortie de l'école et en apprenant. Oui, bouger, parce que c'est incroyable en fait ce qu'on fait subir aux enfants à l'école. Ils ont un énorme besoin de bouger. Et là, je pense aussi à l'intégration des réflexes archaïques. Mais voilà, ils ont besoin de bouger pour se développer. C'est très important en fait, l'intelligence en mouvement. Et à l'école, on les soumet vraiment à un immobilisme euh, très, très important et c'est une souffrance en fait ça. Donc ils ont besoin ensuite de bouger. Pourquoi pas passer 1 heure au parc en revenant de l'école pour se défouler. C'est vraiment quelque chose de très utile. Et pourquoi pas aussi, et surtout, s'organiser pour bouger en apprenant. Le mouvement aide la pensée à se développer. On n'est pas des cerveaux sur pattes, et des fois on l'oublie, et on a besoin que notre corps puisse exister, s'exprimer. Et il va aider notre cerveau à mieux fonctionner. Et par exemple, quand on aménage un petit peu le coin de travail de l'enfant, on peut très bien imaginer de lui mettre un gros ballon, type ballon de grossesse, sur lequel il pourra bouger en apprenant ses leçons. Il y a des enfants qui apprennent très efficacement en sautant sur un ballon. Ça peut être de mettre les pieds au mur, voilà, pour changer de position. Ça peut être de marcher en récitant le salson, en lisant, plein de choses qui peuvent aider. Et en fait, nous, on est conditionné à apprentissage égal assis au bureau. Et on va avoir tendance à leur dire mais assieds-toi, tu seras mieux pour travailler. Alors effectivement, c'est sûr qu'au moment où il faut écrire, c'est peut-être plus facile d'être stable à un bureau, mais il y a plein de moments où on va pouvoir être en mouvement et c'est très bien comme ça. Voilà. Ensuite, avoir du temps libre pour décompresser. Donc là, on parle un petit peu avec le mouvement et le temps libre des moments après, en fin de journée, avant de passer au devoir. Donc avoir du temps libre, et puis aussi hors des temps scolaires, avoir du temps libre pour décompresser, se détendre et jouer, et mieux intégrer les apprentissages de la journée. Et c'est très important. En fait, on ne peut pas être sans arrêt focalisé
avec un mode attentionnel en permanence. L'école, en fait, les apprentissages à l'école vont solliciter énormément la mémoire de travail des enfants. Ça va être très fatigant et ils vont avoir besoin de passer à d'autres modes de fonctionnement. Donc, il y a le mode focalisé, mode attentionnel. On est obsédé par un sujet. Et puis ensuite, on va lâcher, on va passer en mode diffus. Et quand on reviendra, on va se refocaliser sur notre devoir, enfin ce qu'on avait à faire. Eh bien, on va trouver la solution. C'est très important de lâcher pour revenir. Et souvent, en tant que parent, on a le timing en tête, on se dit, voilà, alors là, ça serait bien que, en revenant de l'école, ils goûtent et ensuite ils fassent leurs devoirs, comme ça, après, on serait tranquille ce soir. C'est un peu notre charge mentale qui parle aussi. Et puis, on se dit, comme ça, on aura du temps pour faire des choses ensemble. Parce que, mine de rien, l'école nous prend beaucoup de temps, même à la maison, en fait, sur les temps partagés avec nos enfants. Donc, c'est tout à fait légitime d'avoir envie d'avoir du temps sans devoir. Et en même temps, c'est super important pour les enfants eh bien, de passer en mode diffus, d'avoir du temps libre, de jouer. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais moi, ça m'arrive souvent. Je suis crispée sur un problème, j'essaye de trouver une solution, ça ne vient pas. Et puis, je vais aller prendre une douche. Et puis, sous ma douche, tout d'un coup, Eureka, je vais trouver la solution qui, euh, qui paraîtra arriver comme par magie. Alors, ce n'est pas par magie, c'est en fait que mon cerveau, en tâche de fond, continue à processer, à chercher cette solution, mais sans que je sois focalisée là-dessus. Je me suis détendue et c'est à ce moment-là que la solution arrive et pas du tout quand j'étais en train d'essayer absolument de forcer mon cerveau à trouver une solution. Voilà, en mode un peu violent presque, hein, en insistant. Donc, important d'avoir des temps libres, des temps où on prend du recul. Donc, et passer du temps dehors, dans la nature, c'est vraiment indispensable pour jouer librement et explorer de façon spontanée. Je vais boire un peu parce que j'ai soif à force de parler. Euh, En fait, être un petit scientifique, un petit explorateur, nos enfants vont faire 1000 découvertes dans la nature sans qu'on les guide spécialement. Il n'y a pas besoin de leur dire tu vois ça, tu vois ci, ou leur expliquer tout ce qu'on sait, mais plutôt les laisser faire des hypothèses, observer ce qui les entoure. Ça va vraiment booster leur curiosité et encore une fois, leur donner envie d'apprendre. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Pour alors, Faoula, comment faire avec la tranche d'âge de 3 ans sans l'acquisition de la langue? C'est-à-dire des enfants qui n'ont pas encore beaucoup de vocabulaire, c'est ça? Après, ils sont dans plein de. En fait, ils sont. À cet âge-là, ils sont dans plein d'acquisitions, de gestes du quotidien. Ils sont vraiment énormément dans l'imitation. Donc, ils vont vouloir maîtriser des gestes qu'on fait au quotidien, nous aider, faire passer l'éponge pour nettoyer la table, faire tout un tas d'activités quotidiennes, faire la cuisine, qui vont leur apprendre beaucoup, qui vont les aider à maîtriser leurs gestes. Euh, et c'est très utile pour après pouvoir, par exemple, tenir un crayon. Parce qu'ils vont travailler leur motricité fine. Donc ça, c'est vraiment une étape très importante. Si on peut les laisser nous accompagner dans le quotidien avec patience, parce qu'ils ne sont pas aussi expérimentés que nous. Donc les laisser expérimenter, même en faisant des erreurs, leur montrant comment ils peuvent réparer les erreurs. Sans insister dessus. Puis après, s'il y a des choses à refaire derrière, eh ben, on refait derrière quand ils ne nous voient pas. Mais ça leur donne énormément de confiance en eux à ce moment-là. Gestualiser. Donc, vous parlez peut-être de la langue des signes par rapport à, à l'acquisition de la langue. Oui, la langue des signes, c'est très très utile pour permettre aux enfants de s'exprimer alors qu'ils n'ont pas encore tous les mots ni la capacité à prononcer ces mots. Compliqué à l'école, pas de collation autorisée le matin. Ça, c'est vraiment embêtant, Alexandra, hein, que les collations ne soient pas autorisées le matin. C'est vrai que
On peut peut-être, peut-être qu'il est possible d'aller discuter avec les enseignants en expliquant que votre enfant, a du mal avec l'hypoglycémie. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus, sujets à des crises, à cause de l'hypoglycémie. Après moi, voilà, ma fille, j'avais trouvé la solution. Ma fille qui avait, à ce moment-là 4 ans, qui était vraiment en transe à midi quand elle sortait de l'école. C'était juste, une une un stress et une tension énorme. Et du coup, je lui amenais à manger, qu'elle puisse grignoter une pomme à la sortie de l'école, même si on était à 10 minutes de la maison, et que j'aurais très bien pu lui dire, oui, mais on va manger bientôt, c'est pas le moment de manger, ça va te couper l'appétit. Mais j'avais repéré qu'en lui donnant une pomme, le trajet se passait beaucoup, beaucoup mieux, et que ça nous évitait bien des tensions aussi après au repas en famille. Donc ça, c'est vraiment important, des petites choses comme ça qu'on peut faire pour aménager le quotidien des enfants. Voilà les signes. Lorsque le langage est limité, lorsque le langage est limité, la langue des signes peut être très pratique. C'est ça. Euh, un apprentissage très riche à partager avec les tout petits. Oui. Macathon. Alors, je ne connais pas bien cette technique, le macathon. J'en ai entendu parler, mais je ne me rappelle plus exactement de quoi il s'agit. Alors, je pense que c'est par rapport au handicap. Auréline, mon fils de 7 ans en CP, difficulté à fixer les apprentissages, mémoire de travail faible. Comment l'aider? Alors, la mémoire de travail, ça peut se travailler en fait dans le quotidien. Ce que j'essaierai de faire, c'est peut-être de vous mettre un lien après le live, hein, pour vous donner des pistes, si ça vous intéresse. Alors, j'en étais à passer du temps dehors, favoriser aussi les émotions positives, faire du temps des devoirs un rituel plutôt positif. Alors, il y a des jours où on ne se sentira pas du tout en tant que parent dans un état d'esprit positif, et à ce moment-là, vous peut-être mieux passer la main, ou ne pas qu'il n'y ait pas de devoir de fait, tant pis, ou alors que l'enfant se débrouille tout seul, parce que voilà, c'est pas du tout, c'est pas aidant. Donc les émotions positives, un rituel qui soit agréable, parce que ces émotions positives sont le meilleur engrais qui soit pour les apprentissages. Ça va booster les apprentissages. Et le bien-être, donc voilà, les émotions positives, je reviens un petit peu à la croyance du début où je parlais d'apprendre dans la souffrance. C'est vraiment, on change de paradigme totalement, mais c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, hein, pour que le cerveau fonctionne à son maximum. Ensuite, le bien-être, oui, la position pour apprendre, je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut très bien apprendre allongé sur son lit. Alors, ça peut paraître un peu nonchalant. On peut se dire, ah oui, l'enfant n'est pas engagé dans ses apprentissages, mais au contraire, ça peut être une bonne position pour certains. Voilà, il faut être ouvert à l'innovation. Et puis, ça peut être intéressant de passer en revue avec votre enfant le lieu où il apprend, et lui demander, lui proposer de réfléchir avec vous à comment l'aménager pour qu'il se sente mieux, choisir des couleurs, choisir des matières, je ne sais pas, enfin plein de choses pour que ça soit un endroit très agréable où il ait envie de travailler. On arrive à un point clé, se sentir en sécurité. Donc notre rôle en tant que parent, c'est de faire diminuer les facteurs de stress dans la vie des enfants, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le stress va bloquer le cerveau, enfin le néocortex. Donc se sentir en sécurité, c'est très important. Et on a en fait, on a la possibilité d'observer en fait qu'est-ce que vit notre enfant dans la journée, et de voir ce qui peut être un peu difficile pour lui, de voir comment on peut faire évoluer les choses pour qu'il se sente beaucoup mieux, beaucoup plus en sécurité avec les personnes qu'il côtoie, avec les élèves qu'il côtoie, et que du coup, il soit complètement disponible à ses apprentissages. Et c'est vrai que dans une journée, il peut y avoir pas mal de facteurs de stress. Et là, je pense aussi aux petits enfants en crèche.
Je pense aux enfants qui vont changer assez souvent de figure d'attachement parce que ça peut être en crèche quand il y a plusieurs personnes qui s'occupent d'eux, ça peut être aussi à l'école quand ils ont une personne qui s'occupe de l'accueil de la garderie le matin, ensuite ils ont la maîtresse avec une ATSEM. Ensuite, à la cantine, ils ont une autre personne qui s'occupe d'eux, enfin, ou plusieurs personnes. Et ensuite, ils ont la garderie après l'école où ils ont encore affaire à une autre personne. Donc, ça fait beaucoup de personnes référentes. C'est pas du tout évident quand on multiplie comme ça les personnes pour les enfants de se sentir en sécurité. Macathon, langage associant la gestuelle des signes pour communiquer surtout avec les TSA. Donc, c'est les troubles de l'attention. Alors Vanessa qui dit pour aider ma fille en CP à apprendre les mots, outils par cœur, je lui ai fait sous forme de jeu des étiquettes avec les mots étalées par terre sur les cases du carrelage et elle doit les retrouver quand je les nomme en sautant dessus. Voilà, ça c'est super parce que ça va associer en fait à la fois le côté ludique, donc les émotions positives, et aussi le corps. Donc c'est vraiment un apprentissage qui est global. C'est l'apprentissage tête-cœur-corps. Fabienne, j'ai ma fille de 14 ans. Ma fille de 14 ans me dit qu'elle arrive à apprendre avec la musique. Oui, alors il y a des enfants qui arrivent mieux à apprendre avec un fond sonore, une musique. Et c'est difficile à croire, mais voilà, je pense qu'on peut faire confiance justement aux enfants pour expérimenter les différentes conditions. Et on peut aussi trouver des bruits blancs. Ça va être des fonds sonores qui vont être assez neutres et qui favorisent la concentration. On peut trouver ces bruits blancs sur YouTube. Vous pouvez chercher bruit blanc et vous trouverez des. Oui, pardon. C'est pas de l'attention, c'est trouble du spectre autistique. Pardon. Merci de rectifier. C'est ça, le Macathon, du coup, c'est pour favoriser les apprentissages sur des enfants qui ont des profils d'apprentissage particuliers. Merci pour l'information. Euh, donc, je viens au rire pour relâcher les tensions. C'est important de rire. On peut provoquer des moments de rire avec ses enfants, surtout justement en fin de journée, pour faire de la prévention et pour éviter quelque part que ça en fait dégénère et que ça parte en conflit. En fait, voilà, à la maison, peut se dire tiens, là, il y a de l'électricité dans l'air. On n'est pas de très bonne humeur. On va favoriser des situations un peu cocasses. On va pouvoir faire les fous et aider les enfants à relâcher les tensions. Ils adorent rire avec nous et surtout, ils adorent quand on se met dans des situations un petit peu cocasses et qu'on se moque de nous-mêmes et qu'on ne se prend pas au sérieux. Ils vont vraiment en profiter pour rire. Et ça va leur permettre aussi de dépasser la peur de faire de nouveaux apprentissages. Parce que se lancer dans de nouveaux apprentissages, ça peut être, on va le voir un peu plus loin, déstabilisant, difficile, insécurisant. Et quand on rit, on va eh bien, lâcher cette peur. Ensuite, c'est important de raccrocher les nouvelles notions à des notions qui existent déjà, à une expérience ancienne, à des connaissances que l'enfant a déjà. C'est pour ça que ça peut être très intéressant quand on veut apprendre quelque chose à un enfant, de lui demander qu'est-ce qu'il connaît sur le sujet. Il va pouvoir du coup nous dire ce qu'il a comme connaissance. Et puis, il va associer ces connaissances qui sont stables à des nouvelles connaissances et ces nouvelles connaissances seront d'autant plus intégrées. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on fait des apprentissages, dans le cerveau vont se créer des nouveaux réseaux neuronaux. Et plus on va répéter ces apprentissages, plus on va s'entraîner, plus ces réseaux seront stables et solides. Et quand on accroche une nouvelle connaissance à un réseau, à une connaissance ancienne, cette nouvelle connaissance va bénéficier de ce réseau stable et solide et donc va être beaucoup mieux intégrée. Alors, c'est
Faouzia qui dit: «C'était mon cas pendant mes études, musique avec volume très fort». Ça peut aussi, être un moyen de s'isoler par rapport à l'extérieur, qui peut être bruyant et qui peut nous attirer notre attention. Donc faire une espèce de filtre avec l'extérieur. Alexandra: «Apprendre avec le club Luni le soir, via des jeux avec des questions». Ouais, ça je connais pas bien, mais merci de nous en parler. Voilà. Donc ça, c'était les ingrédients indispensables. Donc, je vais passer maintenant à cette petite courbe qui va peut-être vous paraître un peu floue, je ne l'ai pas trouvée en très bonne résolution, qui indique ce que c'est qu'apprendre. Donc au début, en fait, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et puis, on va rencontrer un problème à résoudre. Et assez vite, on va être dans le bas de la courbe, dans les émotions un peu désagréables. On ne sait pas et on sait qu'on ne sait pas. Donc, on va se sentir en difficulté. Et puis, on va trouver des ressources, on va faire des apprentissages et on va remonter la courbe et arriver dans des émotions agréables. On maîtrise le sujet. On sait que on sait. Voilà, je sais que je sais. Je sais et je sais que je sais, pardon. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et puis ensuite, l'apprentissage sera tellement intégré que en fait, je sais, mais je ne sais pas que je sais. Ça devient un automatisme. Mais on voit qu'il y a un moment de déstabilisation. Donc, quand on aborde un nouvel apprentissage, déjà, ça va des fois remettre en question certaines connaissances qu'on avait et on va être déstabilisé aussi bien émotionnellement que de façon, enfin, dans le domaine cognitif. Il va falloir quelque part remettre en question certaines croyances aussi, parfois. Et donc, on va être dans une situation un petit peu je dirais, de vulnérabilité. Et donc, quand on est au bas de la courbe et à ce moment-là, qu'on a une évaluation à l'école, c'est là que c'est difficile parce qu'on va avoir une mauvaise note et ça va nous faire comme une espèce de photographie à un mauvais moment de la maîtrise des apprentissages, puisqu'on sera en cours, en fait, on sera au tout début, on sait qu'on ne sait pas, on est en fait, dans l'inconnu. Et si on est évalué à ce moment-là, on aura une mauvaise note et ça risque de bloquer notre confiance en nous pour ensuite oser évoluer et puis s'entraîner. Donc c'est très important en fait de considérer quand notre enfant a une mauvaise note aussi, il peut être simplement il peut avoir été évalué à un moment où c'était pas optimal. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand il est comme ça en cours d'apprentissage, qu'il ne maîtrise pas le sujet, ce qui serait bien, c'est de faire des évaluations qui soient formatives, c'est-à-dire des évaluations qui renseignent sur où il en est. On sait qu'on voit ce qu'il a acquis, on voit ce qui reste à acquérir. C'est en fait informatif. Et puis par contre, après, il peut y avoir des évaluations qui sont sommatives. C'est quand l'apprentissage est pleinement réalisé, pour évaluer du coup, la maîtrise de l'apprentissage par l'élève. Mais là, c'est quand il est en haut de la courbe et qui sait. Donc, il est vraiment dans les meilleures conditions pour être évalué. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vision, pour moi en tout cas, des notes et des évaluations. À quel moment on a été évalué. C'est très important et c'est important dans ces cas-là de ne pas insister quand on est parent sur la mauvaise note, mais justement de voir, qu'est-ce que tu étais en train d'apprendre, où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui te reste à apprendre. Voilà, c'est vraiment le voir comme ça. Je pense que c'est bien, bien aidant pour les enfants. Ah, le club Luni, c'est sur France 4. D'accord. L'importance aussi de la confiance en soi, même pour un enfant. Oui. Alors un enfant, il va d'autant plus avoir confiance en lui qu'on va l'autoriser à expérimenter, même en se trompant. Je pense au petit enfant justement qui va apprendre, par exemple, à balayer. Voilà. On va peut-être trouver un balai à sa taille, une petite pelle, une petite balayette,
Et puis, en fait, au début, le balayage, ça sera pas du tout ce qu'on appelle un balayage. Donc, ça sera, au contraire, il va avoir tendance à tout éparpiller les saletés et ça va peut-être un peu titiller notre envie de bien faire. On va peut-être avoir du mal à accepter que ça soit pas très bien maîtrisé. Mais si on le laisse expérimenter, il va prendre confiance en lui dans le fait de réussir à faire quelque chose, voilà, de nous imiter. Et c'est dans tous les domaines comme ça. Ensuite, le prochain slide, ça va être la courbe de l'oubli. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors là, la courbe de l'oubli, vous voyez que quand on est en cours, quand on apprend quelque chose, quand on nous enseigne quelque chose, on ne capte jamais 100% de l'information. Quand on est en conférence, par exemple, on assiste à une conférence, on ne capte pas 100% de l'information. Il y a à peu près 75% de l'information qui est retrouvée, surtout, je pense, si on prend quelques notes, puisque sinon, ça risque d'être même moins. Et puis ensuite, au bout d'un jour, si on n'a rien fait de particulier, on voit que la courbe, elle descend, on voit les pointillés, la courbe descend dangereusement et on n'a plus qu'à peu près en tête 25% des informations. Au bout d'une semaine, on va être, je ne sais pas moi, à peu près 5%. Et puis au bout d'un mois, il reste 1%. Autant dire que le savoir est passé aux oubliettes. Hein, vous voyez en bout de courbe. Alors, pour lutter contre cette courbe de l'oubli, il y a la réactivation. Donc, ça va être des allers-retours entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme. C'est-à-dire qu'on va avoir stocké la mémoire de travail, en fait, c'est la mémoire à court terme. C'est la mémoire qui permet de stocker l'information temporairement, le temps de la travailler. Donc, ça peut être quelques secondes à quelques minutes, mais c'est pas très long. Et puis ensuite, on va, si l'information a du sens, si elle paraît utile, elle va être basculée en mémoire à long terme. Mais, euh, mais le cerveau, je vous ai dit tout à l'heure, a tendance à faire du ménage. C'est un petit peu l'image du videur en boîte de nuit, c'est-à-dire que les informations qui ne sont pas utiles, pas jugées utiles ou pertinentes, elles vont être bien vite mises de côté, enfin éliminées, supprimées. Voilà. En fait, il faut savoir, c'est une donnée importante, c'est que le cerveau va effacer les données qui sont jugées pas utiles. Donc, on ne peut pas se dire, j'ai appris quelque chose, ça sera pour toute la vie. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Le cerveau va se restructurer en permanence et les connexions qui sont peut-être peu utilisées vont être recyclées pour créer de nouveaux réseaux neuronaux. Donc, si on ne réactive pas les connaissances, c'est-à-dire que si on ne va pas faire un aller-retour entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme, c'est-à-dire plus précisément aller rechercher les infos qui sont stockées en mémoire à long terme pour, pour s'en servir, eh bien, ça va être perdu au bout d'un moment. Et alors, comment on peut faire? Il y a la règle des 1-1-1, c'est-à-dire réactiver les informations, l'apprentissage dans les 24 heures qui suivent l'apprentissage, ensuite une semaine après, et ensuite dans le mois qui suit. Et vous voyez que si on fait ça, c'est la courbe supérieure, il n'y a pas de perte d'informations. Et la mémorisation, l'apprentissage vont être durables. Alors, pas toute la vie, hein, parce que c'est comme pour tout. Par exemple, si vous avez appris le piano et si vous ne pratiquez pas pendant quelques années, une dizaine d'années, si vous vous y remettez, il y aura les bases, elles seront encore là, mais vous aurez perdu en facilité quand même. Ça sera moins évident pour vous. Mais quand même, au niveau des apprentissages, si on réactive au bon moment, c'est ça qui est important, c'est au bon moment, eh bien, on va avoir peu de pertes. Donc, réviser dans les 24 heures qui suivent un cours. C'est-à-dire que souvent, les élèves se disent « Oh, ben, au mieux, je réviserai la veille de mon cours. Voilà, j'ouvrirai mon cahier à ce moment-là. »
Et bien, en fait, c'est dommage parce que la veille de leur cours, si c'est une semaine après, eh bien, ils auront plus qu'à peu près 5%, 5 à 10%, 5%, je pense à peu près, de connaissances en tête et ils vont devoir faire un gros effort pour en fait, réapprendre ce qu'ils auront oublié. Alors que s'ils font, si le soir même, par exemple, on réactive les connaissances, bah, ça va être, je dirais, dans le cerveau jusqu'à la semaine d'après. Et ça peut être fait par exemple en échangeant avec son enfant sur ce qu'il a appris dans la journée. Je vous en parlais tout à l'heure. Échanger de façon informelle sur ce qu'il a appris, qu'il puisse nous expliquer les informations qu'il a reçues. C'est une façon de réactiver. Et il y a plein de façons de réactiver. Ça ne prend pas forcément de temps, mais c'est vraiment une info très utile et notamment pour les étudiants en vue des partiels. Se mettre des petites notifications pour revoir certaines infos au bon moment, ça peut être vraiment très, très, très utile. Voilà, c'est à ça aussi que servent les connaissances sur le cerveau. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Hop. Apprendre par des questions-réponses en suivant les étapes de la leçon. C'est-à-dire, du coup, ouais, parce que ça va être actif. Ça va activer. La maîtresse de ma fille en CM1 évolue sur ce qui est acquis et l'évolution et non pas sur les évalue, pardon, ça doit être évalue sur ce qui est acquis et l'évolution et non pas sur les erreurs. Oui, donc en fait, elle tient compte, elle fait un bilan de ce qui est acquis. Ça peut être très motivant. Comment faire intégrer les règles de vie autrement que par la répétition pour les tout petits pour que ce soit ludique? Ah oui. Alors, on va répéter parce que ça ne va pas être intégré tout de suite, c'est sûr. Donc ça, on va devoir répéter. Et si c'est trop pénible de répéter, parce qu'on va avoir l'impression de se saouler soi-même, il faut faire autrement aussi. Ça va être surtout par l'exemple. En fait, les petits enfants apprennent vraiment par l'exemple. Et ça met du temps, mais il faut avoir confiance que quand on les laisse expérimenter, quand on les explique et quand on montre l'exemple, ça va être la meilleure façon pour eux d'apprendre. Alors sinon, du coup, il faut revoir la conférence demain. Ah oui, pourquoi pas? Ouais, ouais, si vous voulez revoir la conférence. Quand ma fille a une leçon à apprendre, elle la relit plusieurs jours de suite pour prendre le temps d'absorber les infos et éviter d'apprendre par cœur. Oui, c'est ça. C'est une façon de réactiver sans forcément passer par le par cœur qui peut être vraiment quelque chose de très passif et très pénible. Moi, j'avais vraiment du mal avec ça quand j'étais enfant. Et il y a plusieurs façons de réactiver. On peut réactiver de façon ludique et ça prend pas forcément beaucoup de temps. C'est pas une corvée comme on peut se rappeler de ce qu'on a fait quand on était obligé d'apprendre par cœur. En fait, même une poésie, on peut l'apprendre de façon ludique, hein. Je vais vous parler d'outils tout à l'heure. Et vous allez tout intégrer cette nuit en dormant, peut-être. Peut-être, qui sait. Alors, ça a donné, en fait, les recherches en neurosciences ont donné aussi naissance à des neuromythes parce qu'en extrapolant, il a été dit qu'on pouvait apprendre en dormant et du coup, il suffisait de se passer une bande son en dormant et qu'on allait tout intégrer. Alors ça, c'est pas vrai. On peut pas apprendre en dormant. Par contre, le sommeil sert à justement réorganiser le cerveau et intégrer ce qu'on a appris la journée. Voilà, donc là maintenant, je vais passer à la suite. Alors, je suis à la fin. Attendez. Là, on va aborder les outils de pensée visuelle. C'est des outils créatifs pour justement intégrer les apprentissages. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Vous avez notamment le mind mapping. Ça a été créé par Tony Buzan, qui était un psychologue américain dans les années 1970. Alors, vous avez un exemple de mind map là à l'écran. J'aurais aimé
trouver quelque chose d'un peu plus simple parce que je trouve qu'il est quand même très élaboré. Là, c'est un mind map qui est l'œuvre d'un neuroscientifique et bon, voilà, ça m'amusait en même temps de faire un clin d'œil, c'est les 12 lois du cerveau. Donc, je trouvais ça amusant de vous mettre ça. On voit cette arborescence avec donc un sujet au centre et puis ensuite des sous-thèmes qui vont se situer, être situés sur des branches. Donc à chaque fois, juste un mot-clé. Et puis il y a des sous-branches, voilà. Et comme ça, on organise de façon spatiale les informations. Donc le mind map, ça sert à mémoriser, ça sert aussi à prendre des notes en direct quand on écoute une conférence ou un cours, ou quand on lit un livre. Ça sert à organiser et présenter ses idées, notamment quand on prépare, un enfant prépare un exposé ou quand on prépare une présentation en tant qu'adulte. Ça peut être un bon support pour faire sa présentation à l'oral en visualisant très bien les mots-clés qu'on veut, qu'on veut aborder. Et ça sert aussi à brainstormer quand on a envie de faire, en fait, de faire le point sur plein d'idées en mode créatif. On va pouvoir faire, faire la liste de ces idées sous cette forme-là. C'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus efficace. Donc, le principe, c'est on va prendre une page au format paysage. C'est l'idéal parce que le champ de vision humain est au format paysage. Donc, c'est comme ça qu'on va capter le plus d'infos en même temps. On va mettre une bulle au centre avec le sujet qu'on va traiter. Et ensuite, voilà, chaque sous-thème va être sur une branche et puis ça va donner lieu à des précisions avec à chaque fois des mots-clés. Normalement, on choisit une couleur par branche, par sous-thème. Donc là, c'est pas tout à fait respecté. Mais sinon, donc, en plus des mots-clés, on peut mettre des dessins. Il y en a quelques-uns là. Les dessins, c'est très très utile aussi pour mémoriser. Et pour être synthétique, et en un dessin, on peut donner plein d'informations. C'est extrêmement efficace. Voilà, et alors il y a des logiciels pour faire des mind maps, mais quand il s'agit de mémoriser, c'est bien mieux de les faire à la main parce que le cerveau va fixer le geste. Le cerveau ne mémorise pas votre geste quand vous allez appuyer sur une touche de clavier. Par contre, quand vous allez faire le geste de créer une branche, d'écrire des mots et encore plus de dessiner, ça va l'aider à mémoriser. Après, ces logiciels de mind mapping, ça sert quand on prépare une présentation, mettons en entreprise par exemple, et on n'est pas sûr au départ du nombre de branches dont on va avoir besoin. Donc ça permet de rajouter des branches, d'en enlever, voilà, et d'être évolutif. Donc voilà pour le mind mapping. Donc je vais vous mettre, enfin je vous ai déjà mis en bibliographie un livre qui est vraiment bien fait sur les outils de pensée visuelle parce que je ne peux pas vous donner toutes les informations tout de suite, mais vous allez retrouver tout ça si vous cliquez sur le lien que je vous mettrai en commentaire. Ensuite, il y a le sketchnoting. Alors, le sketchnoting, c'est une prise de notes visuelle qui est une manière créative de prendre des notes et d'organiser l'information en transformant les mots et les idées en images simples associées à des textes courts. Alors, il n'y a pas besoin de savoir bien dessiner, hein, on n'est pas dans un concours artistique, c'est vraiment l'efficacité. Et le fait de dessiner un concept à sa manière à soi, c'est-à-dire, c'est extrêmement puissant, c'est une façon, comment dire, de l'intégrer complètement et de faire sien l'apprentissage. Parce que voilà, ça n'aura pas du tout comment dire, la même puissance si on se sert du sketch note de quelqu'un d'autre en fait. Là, mais si nous on fait notre sketch note, on va vraiment mettre du nôtre dans ses dessins et ça va être le temps qu'on va réfléchir à comment on va dessiner un concept, une idée, ça sera le temps qu'on va en fait consacrer à mémoriser ce concept. C'est extrêmement puissant. Et donc les sketch notes, c'est plus récent, ça date plutôt des années 2000. Voilà, vous en avez peut-être déjà vu. C'est assez ludique. Et donc là, justement, il y a une sketch note sur. Alors,
sketching, je crois que c'est to sketch, c'est faire des croquis en anglais. Et noting, c'est prendre des notes. Donc, en fait, il y en a qui appellent ça croque-notes en français. C'est possible aussi. Ça existe. Et donc là, ça explique un petit peu la pédagogie visuelle et ses avantages pour comprendre, faire des liens, voilà, pour mémoriser. Et puis, alors, c'est un petit peu caché, mais ensuite, après, pour réutiliser, c'est très pratique comme support, très synthétique, pour revoir les connaissances, justement pour réactiver. On n'a pas besoin de lire tout un livre, tout un cours, c'est vraiment hyper synthétique. On gagne du temps et c'est très efficace. Voilà, sinon je regarde un petit peu les questions. Alors, Lydiane qui me dit merci pour votre intervention. J'ai malheureusement manqué le début. Est-ce qu'il sera possible de revoir la vidéo en replay? Oui, bien sûr. Voilà. Wassila qui me dit pour mémoriser, je prends note, après je les mets au propre plus joli avec des dessins. Voilà, des dessins, des couleurs, ça va être une façon de mieux intégrer. Enregistrer la leçon audio et l'écouter plusieurs fois. Alors ça peut marcher ou pas. On est plus ou moins, comment dire, réceptif au côté, je dirais, oral. Et en fait, à l'école, il y a beaucoup d'oral. Et justement, l'intérêt de ces outils de pensée visuelle, c'est que ça permet de passer dans un mode tout à fait différent, complémentaire. Et des enfants qui ont du mal à fixer l'oral, ça va vraiment les aider. Et de toute façon, ça aide tout le monde parce qu'on a une façon enfin, le visuel est quelque chose qui est comment dire, bien intégré par tout le monde. Alors, accéder au replay simplement sur ma page pro, il sera après le live. Vous parliez de poésie. Quand j'étais au primaire, je mettais en scène mes poésies. Résultat, j'apprenais de façon ludique. Chaque nouvelle poésie était un plaisir à apprendre et ma récitation était toujours attendue par mes camarades de classe. Confiance en soi, satisfaction, j'en garde d'ailleurs un bon souvenir. Le plaisir d'apprendre et de nombreux atouts. Voilà, c'est ça. Vous avez été vraiment, Laura, créative. Vous avez vécu, vous avez mis certainement de l'émotion dans les poésies pour les mettre en scène. Et du coup, ça a été une expérience globale, donc beaucoup plus intégrée que si c'était juste des mots comme ça qui n'évoquaient pas grand-chose. Voilà, du coup, je vais passer, je crois que c'est bientôt la fin. Donc merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et puis ceux qui sont arrivés aussi en cours. Vous pourrez revoir tranquillement à votre rythme. Les atouts de la pensée visuelle, il y en a beaucoup. Euh, Déjà, il y a l'adage qui dit une image vaut 1000 mots. Et c'est vrai qu'avec un dessin, on obtient de nombreuses informations en un instant. On va, si on va dessiner un cercle ou si on va décrire un cercle, ça sera tellement différent. On voit le cercle, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. S'il faut lire la phrase, déjà pour décrire un cercle, ça va être compliqué. Il va falloir réfléchir aux mots qu'on va mettre. Et puis lire les symboles, ça va être beaucoup plus long parce on doit reconstituer le sens des mots que de voir ce dessin. C'est beaucoup plus facile. Je nourris mes besoins physiologiques. Je bois. Nous retenons plus facilement des images que des mots et mémorisons plus facilement de l'information lorsque nous la classons. Donc c'est le vrai dans les mind maps, l'information elle est classée avec une hiérarchisation, avec des sous-branches, des sous-sous-branches. Donc en fait on voit exactement l'ordre d'importance je dirais des concepts. On va en fait du plus général au plus détaillé. Et donc, on mémorise mieux aussi quand on est actif avec nos mains. Donc là, c'est génial parce qu'on va le faire à la main. Donc, tout ce temps-là qu'on va passer à élaborer ces schémas, ça va être un temps de mémorisation. Et c'est un moyen de s'approprier les concepts. Parce qu'effectivement, en fait, on va devoir quelque part faire rentrer l'information et on va devoir la faire ressortir pour l'illustrer à notre manière.
avec les couleurs qu'on a choisies, avec le dessin qu'on a choisi, avec la disposition qu'on a choisie. Donc c'est comme si l'information elle passait dans nos tuyaux avant de ressortir. Donc c'est vraiment pas du tout, c'est extrêmement actif comme façon d'intégrer. Et on est obligé de comprendre pour refaire, pour faire ces, ces mind maps ou ces sketch notes. Sinon, en fait, voilà, ça ne peut pas s'élaborer. On est vraiment, ça implique qu'on ait compris les concepts. Et ça nous permet de faire des liens. Voilà, parce qu'effectivement, il y a les liens de cause à effet. Dans le mind map, on voit bien ce cheminement de la pensée. Donc Albert Einstein disait, si vous ne pouvez pas le dessiner, c'est que vous ne comprenez pas. Exactement ce que je viens de dire. Et enfin, c'est vraiment un bon moyen de s'amuser et d'être créatif et donc de bien mémoriser car on va activer les émotions positives. Donc, je vous ai dit tout à l'heure au début, hein, émotion positive égale apprentissage agréable, plus facile, on va être plus motivé. Donc c'est vraiment très agréable et ça va être peut-être une façon d'être plus, d'avoir l'impression d'être plus à l'origine de certaines décisions dans ces apprentissages. Parce que quand on a une leçon qu'on n'a pas choisie et qu'on doit l'apprendre et quelque part, on n'a pas de marge de manœuvre, donc c'est passif. Mais si on va devoir la retranscrire avec des couleurs, avec des dessins, en plus peut-être de façon esthétique, ça nous va nous plaire, on va y mettre du nôtre et du coup, on va être actif, on va avoir un rôle à jouer dans l'apprentissage et ça favorise l'engagement, ça favorise la motivation. Et donc, au final, c'est une approche tête, cœur, corps. Donc, ça va nous mobiliser entièrement. Alors, j'approche de la fin. C'est le moment de poser des questions. Si vous avez encore des questions en suspens ou de faire des témoignages, on a eu pas mal de témoignages ce soir. Vous êtes encore assez nombreux. Vous avez tenu le choc. Et j'aurais envie de vous proposer de répondre à cette question. Avec quoi vous repartez? J'ai envie de vous proposer de prendre 30 secondes pour écrire ce que vous pensez être le plus important dans ce live, pour vous bien sûr, hein, en une phrase. Donc, ça va être très personnel. Si vous avez envie, vous pouvez le partager en commentaire ou pas du tout, si vous voulez que ça reste quelque chose de personnel, de privé. Mais ça peut être une expérience intéressante pour justement déjà réactiver un petit peu ce que vous avez vu. Alors, je vois Alexandra qui me dit plein de pistes d'apprentissage. Delphine, merci pour ta vidéo enrichissante. Auréline, merci. Zano, merci pour tout. Merci de vos retours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser, c'est encore le moment. Donc, le partage et la bienveillance. Est-ce que c'est du coup la phrase que vous retenez? Marion, observer, expérimenter, jouer, dessiner pour apprendre dans le plaisir tous les jours, dans la bonne humeur. Ouais. Alexandra, tester la mémoire de mes enfants pour pouvoir mieux appréhender leurs apprentissages. Mhm. C'est-à-dire voir comment ils apprennent, c'est ça? Bienveillance inconditionnelle, oui, c'est ça. Exactement. Nathalie, en même temps, je dis exactement, mais c'est personnel. Donc, il n'y a pas besoin de validation de ce que vous avez écrit. C'est juste que je me sens. Il y a des choses que je rejoins, mais c'est tout à fait personnel et tout à fait voilà, pertinent tout ce que vous dites pour vous. Nathalie, l'intérêt d'activer la mémoire visuelle dans les apprentissages. Laura, ce que je pense être le plus important, toujours agir avec bienveillance envers les et nos enfants. Oui, la bienveillance, c'est un super levier pour qu'ils se fassent confiance et qu'ils évoluent
avec beaucoup d'entrain dans la vie. Alexandra, continuez d'apprendre par le jeu, le sport. Faoula, c'était super enrichissant, merci pour ce temps. C'était aussi très agréable pour moi de partager ça avec vous. Vous étiez enthousiaste, beaucoup de monde. Laura, phrase de la fin, il faut savoir écouter l'enfant, lui faire confiance et s'adapter à lui. Oui, parce que c'est lui qui apprend. Donc effectivement, c'est lui qui doit quelque part être maître au plus possible de ses apprentissages. Fauzia, ma fille de 9 ans, a assisté avec moi et retient plein de pistes et comprend mieux mes conseils. Ça, c'est chouette. Merci pour ce retour. Alexandra, exactement, j'ai une mémoire visuelle, ça m'a beaucoup aidé étant jeune de retranscrire sur des fiches et surligner. Alors du coup, la mémoire visuelle, ça peut être sur des fiches, mais c'est plus linéaire, ou ça peut être justement comme ça, spatialisé avec les outils de pensée visuelle. Sotis, réviser dans les 24 heures et avant les évaluations, refaire sa leçon sous forme de carte mentale et ou dessin pour meilleur apprentissage plus ludique. C'est les deux choses que je retiendrai. Merci. Très intéressant, merci, à bientôt. Voilà. Et alors, s'il y en a qui n'ont pas indiqué leur code postal et leur ville, avant de partir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est juste pour savoir un petit peu d'où vous êtes. Ça nous intéresse. Faoula, respecter les besoins de l'enfant dans la bienveillance pour qu'il prenne confiance. Sarah, dessiner avec humour. 1, oui, c'est ça. Alors, on peut même rajouter un 1 parce que on peut aussi, si on veut vraiment garder les apprentissages dans le temps, rajouter au bout de 6 mois. Ça, c'est peut-être plus pour les étudiants, mais c'est intéressant à savoir. Plusieurs pistes à essayer avec nos enfants pour les accompagner dans leurs apprentissages. Merci beaucoup. Alexandra, il va juste falloir apprendre à dessiner maintenant. Alors en fait, il suffit de savoir dessiner quelques formes de base et on peut apprendre et on peut dessiner pas mal de choses. On n'a pas besoin d'être dans le détail. C'est juste qu'il faut que ça soit expressif. Donc je vous conseille le livre dont je vous parlais. Vous verrez qu'il y a des petits conseils. C'est pas très compliqué. Je suis de Pertuis, oui. Merci. Valérie, merci pour tout, très enrichissant à mettre en application pour ma part. Lâcher prise pour les notes obtenues par mes filles. Oui, c'est peut-être le plus difficile parce qu'on est vraiment aussi formaté sur l'idée que les notes, c'est vraiment un reflet des apprentissages alors que pas forcément. Et malheureusement aussi, les enfants comprennent des fois que c'est le reflet de leurs valeurs. Donc là, vraiment important de leur expliquer. Explicitement, vraiment, de dire ça n'est pas parce que tu as une mauvaise note que tu es quelqu'un qui à, à peu de compétences. C'est vraiment une évaluation à un instant T. Peut-être que l'enfant pouvait ne pas être en forme aussi. Ça nous arrive d'être pas être au top de notre forme. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer des mauvaises notes. Et voilà, dire justement, tiens, on va regarder ce que tu as réussi et puis ce que tu as à apprendre encore. Apprentissage dans le plaisir, curiosité et bienveillance, réactivation très intéressant. Orchidée, faire confiance à nos enfants. Vous êtes très prolifique ce soir. C'est eux qui savent le mieux ce qui leur convient pour faire leurs apprentissages, c'est vrai. Et c'est eux qui ont leur motivation. On ne peut pas leur donner une motivation. C'est eux qui doivent être motivés. Nous sommes là pour les accompagner et leur proposer un environnement sécurisant et bienveillant. Exactement, c'est vraiment le levier principal qu'on a. C'est jouer sur le moins de stress possible, écouter leurs émotions difficiles pour qu'ils puissent revenir au point d'équilibre et être à nouveau créatif et voilà, et plein d'entrain. C'est vraiment ça. Et aussi prendre soin de leur curiosité, c'est-à-dire que des moments à l'école, il y a beaucoup d'informations, c'est un peu du gavage. Et ils ont besoin de faire d'autres types d'apprentissage, de découvrir le monde, parce qu'on a parlé de beaucoup d'apprentissage scolaire. Mais en fait, il y a des apprentissages tout au long de la journée et de la semaine qui se font aussi de façon informelle, autonome, dans le quotidien et qui ont une grande valeur et qui surtout leur permettent des fois de garder une motivation alors qu'elle fléchit. Ensuite, vous pourriez mentionner à nouveau le livre sur les dessins dans l'apprentissage. Alors, je ne l'ai pas mentionné. Il sera dans la bibliographie. Je vais vous le montrer quand même.
Instant. Voilà, c'est celui-ci. Vous n'allez pas voir beaucoup, en fait. Je vais remettre en plein écran, comme ça vous verrez mieux. Alors, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est aider son enfant à mieux apprendre grâce au visuel. Il est vraiment très, très complet. Alors, vous avez aimé le partage des participants, et c'est vrai que c'était très riche. Alexandra apprendre à ses enfants à ne pas se braquer en cas d'erreur, leur apprendre à faire d'une faiblesse une force. C'est même pas une faiblesse en fait, je dirais que c'est une information, l'erreur. Et que quand on fait quelque chose de nouveau, par définition, on va tâtonner, on va faire des erreurs, voilà, on va faire des essais-erreurs jusqu'à trouver notre façon de faire. Et l'idée, c'est que si on ne se fixe pas sur l'erreur en se disant que c'est un drame, on va se donner la possibilité de continuer à expérimenter. Alors que si on va être paralysé par l'erreur, on va éviter de se lancer dans les apprentissages et ça va être dommage pour nous, quoi. Alors, je vous rappelle simplement que je vais mettre la bibliographie en commentaire une fois que la vidéo sera disons que sera en replay sur ma page. N'hésitez pas donc à cliquer sur le lien, comme ça je vous enverrai cette bibliographie. Et puis sinon, vous pouvez retrouver mon site internet que j'ai mis en descriptif de la vidéo si vous voulez voir un petit peu ce que je fais dans mon métier avec l'accompagnement parental et la formation des professionnels, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Eh bien, je crois que ce live va bientôt prendre fin parce que il est largement temps de vous laisser reprendre votre vie normale, peut-être d'aller dormir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre participation et puis je vous souhaite beaucoup de plaisir à accompagner vos enfants dans leurs apprentissages, à les observer, à vous émerveiller de ce qu'ils font, de ce qu'ils réalisent chaque jour. C'est énorme ce qu'ils peuvent apprendre, encore plus quand ils sont tout petits. Ils sont vraiment incroyables et ils sont très motivés. Et ils ont une énorme envie de découvrir le monde. Donc, préservons cette envie qu'ils ont naturellement en eux pour qu'ils puissent eh bien, se développer avec plaisir. Merci à vous.